Alors, t'es bien là ou quoi? Ouais, elle est chaude l'eau. Elle est chaude l'eau, hein? Ah ouais, c'est chiant. Stylé, hein? Mets tes lunettes comme ça pour voir vite fait. Oh, vraiment, c'est la grande classe, hein? Oh, je te jure. Ah, il y a de la vague là. Oh là là, attention là, tu vas couler. C'était joli quoi. On a aimé tout de suite, je crois. Pas trop de touristes, les singes qui commencent à arriver, à qui on donne à manger, on peut... C'est vrai que c'était marrant. Tu la vois la banana? J'ai pas envie de rentrer. J'ai pas envie d'être à Paris. Véronique et Farid sont en vacances en Thaïlande depuis 5 jours. Plage de rêve et cocotiers. Le 24 décembre, ils débarquent à Koh Phi Phi, l'une des îles les plus touristiques du pays. La veille, elle disait pour l'instant, c'est les plus belles vacances qu'on ait faites. Elle est pas belle la vie, franchement. Pas belle la vie. Va te faire un massage des pieds, je t'ai dit. Demain. Je lui disais, attends, c'est pas fini. Le lendemain, et moi, je lui avais dit, oh, mais pourquoi tu dis ça Je lui ai dit qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Ça monte haut, hein. Noix de coco, banane et maïs. Alors, c'est pas avec ça que... Tout va bien dans la minute, et bah, tout à l'heure, il se passera autre chose. Le couple savoure ses vacances. Pas un seul instant, Véronique et Farid ne se doutent qu'au plus profond de l'océan, un cataclysme se prépare. À la même heure, à l'hôtel Sofitel de Khao Lak, Joël Dioché filme les moments de bonheur de sa femme et de ses filles, Johanna et Juliana. Ça faisait vraiment un petit coin de paradis perdu, vraiment. La piscine magnifique, l'hôtel magnifique, puis un aspect de neuf, de calme, de quiétude. Enfin, c'était vraiment... Il n'y avait rien à redire, c'était... On était heureux, c'est vrai, on était heureux de passer les fêtes là-bas. Madame Dioché a demandé une chambre pied dans l'eau, mais elles sont toutes prises. Les Dioché sont envoyés au 2e étage, c'est ce qui les sauvera. Patricia, déçue, l'ignore encore, bien sûr. Franchement, je faisais la tête parce que je les regardais en bas, dans leur chambre, et puis... Bon, j'ai dit, bon, je vais pas encore embêter mon mari, on était venus là pour fêter le 24, et puis voilà. Et puis, j'ai honte de le dire, mais je suis vraiment contente de ne pas avoir trop râlé. Parce qu'en bas, c'était atroce. Ce soir, c'est Noël. Repas gastronomique et crèche vivante. Les Dioché continuent de se filmer au buffet. Aucun des 438 touristes du Sofitel ne soupçonne ce que le jour d'après leur réserve. Pour moi, c'était vraiment le plus joli Noël qu'on avait jamais fait. L'hôtel était complet et le Père Noël était arrivé en bateau sur l'océan. On était fiers. C'était le premier Noël au Sofitel et les clients étaient vraiment étonnés de tout ce qu'on avait fait. Ce soir-là, tout le monde était vraiment heureux. Sur la plage, Joël et Patricia Dioché attendent les 12 coups de minuit. Dans les profondeurs de l'océan, un terrible compte à rebours commence. Dans moins de 36 heures, l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire va se produire. Le drame commence à 700 km de là, au large des côtes de l'Indonésie, près de la ville de Banda Aceh. C'est dimanche et l'agglomération commence à s'animer. Soudain, à 8 heures, la terre tremble. Le séisme est si fort qu'il est impossible de tenir debout. Coup de pouterie et médecin à Banda Aceh, ce jour-là, elle était chez elle avec sa famille. Vers 8 heures, il y a d'abord eu des petites secousses, et puis elles sont devenues de plus en plus fortes, et puis là, waouh! Des secousses venues du fond de l'océan. Au large de l'Indonésie, deux plaques tectoniques s'affrontent. La plaque indienne à gauche et celle de l'Asie à droite. Un combat de titans qui dure depuis plus de 4 siècles. La poussée est énorme.
Le 26 décembre à 7h59 du matin, la plaque asiatique prend le dessus. L'énergie libérée est gigantesque, 12 000 fois la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima. L'onde de choc libère une vague qui avance à la vitesse d'un avion, 800 km/h. Dans 38 minutes, elle va frapper l'Indonésie. Quand le tremblement de terre s'arrête, une partie de la ville est déjà détruite. Les dégâts sont impressionnants. Tout le monde pense que le pire est passé. On était tous en train de prier, on espérait que tout soit fini. Alors on s'est levés, on est sortis de nos maisons et personne n'était inquiet. Il n'y avait pas du tout de panique. Ceux qui n'ont pas été touchés par le tremblement de terre reprennent une vie normale, comme ces familles qui sont à la plage. Dans moins d'une demi-heure, une vague dévastatrice va les emporter. Kutputri filme sa famille qui s'apprête à partir en ville pour célébrer le mariage d'une cousine. Quand tout à coup, un grondement inquiétant parvient à leurs oreilles. Et tout d'un coup, c'est devenu de plus en plus fort, comme ça. Ouh. Alors mon père s'est mis à crier très fort. « Vite, tout le monde au deuxième étage !» Et tout d'un coup, j'ai vu la vague. Elle arrivait comme ça, comme un mur, très noir. Une vague de 20 mètres de haut. Elle emporte tout sur son passage. Rien ni personne ne peut y résister. Même au deuxième étage, la famille de Kutputri ne se sent pas en sécurité. Pourtant, elle continue à filmer. À 2 km à l'intérieur des terres, le torrent fait encore 10 mètres de haut. Dans ce quartier, il n'y a d'ailleurs quasiment pas de survivants. J'ai cru que c'était ma dernière heure, mon dernier jour. Ceux qui ont eu le temps de réagir se réfugient sur les toits. D'autres marchent comme ils peuvent sur les débris charriés par le courant. La première vague a apporté des tas de débris, des maisons, des arbres et même des gens. Et ils criaient vers nous, « S'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous » Mais on ne pouvait rien faire. On leur a dit, on est désolé, on est vraiment désolé, mais on ne peut rien faire. Il faut s'en remettre à Dieu. Dieu ne répond pas à leurs prières. La colère de l'océan se prolonge, une deuxième vague arrive. Kutputri la filme. Elle est moins haute que la première, mais dans les rues, elle monte encore de niveau. Cette fois, le torrent s'enfonce jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres. À cet endroit, on a l'impression que l'eau n'est pas dangereuse, elle s'avance doucement. Elle fait à peine quelques centimètres de haut. Et pourtant, elle grossit très vite. Sa force est phénoménale. Haute d'à peine 1 mètre, la vague n'en arrache pas moins tout sur son passage. Les automobilistes n'ont pas eu le temps de quitter leur voiture. La famille de Kutputri en appelle à la grâce de Dieu.
En bas, un homme a été poussé par le courant à l'intérieur de la maison. Coincé dans les décombres, il aura la chance de s'en sortir. Il fait partie des rares survivants. En quelques minutes, la ville de Banda Aceh est détruite. Le bilan est lourd, très lourd, près de 100 000 morts. Les photos satellites prises avant et après le tsunami en témoignent. La moitié de la ville est rayée de la carte. Il est à l'autre bout de la planète, à Hawaï, où sont enregistrés tous les séismes. Plus précisément au centre d'alerte des tsunamis du Pacifique. Il est américain, il s'appelle Barry Hirschhorn. Au moment où la Terre tremble, ses ordinateurs s'affolent. Sa première estimation, force 8 sur l'échelle de Richter. Il sait qu'un risque de tsunami existe dans l'océan Indien, mais la zone de compétence de Barry, c'est l'océan Pacifique. Quand j'ai réalisé que ce tremblement de terre n'était pas dans l'océan Pacifique, j'ai poussé un ouf de soulagement. Pour moi, c'est comme si ce tremblement de terre avait eu lieu sur la Lune. Il envoie aussitôt un message rassurant à tous les pays de la zone Pacifique. Ce tremblement de terre a été localisé en dehors de la zone Pacifique. Il n'existe aucune menace de tsunami. Un message ambigu qui sera mal interprété. Les spécialistes qui le reçoivent dans l'océan Indien ne retiennent que la dernière phrase. Aucune menace de tsunami. Ils pensent alors que les populations de l'océan Indien n'ont rien à craindre. Peut-être que j'ai fait une erreur. Dans mon message, j'aurais dû mettre un avertissement spécial pour les habitants de l'océan Indien, pour les prévenir qu'il pouvait y avoir un tsunami près de l'épicentre. Mais même si je l'avais fait, c'était déjà trop tard. Trop tard pour l'Indonésie. La ville de Banda Aceh est déjà sous les eaux. Mais pour les autres pays de l'océan Indien, comme la Thaïlande et le Sri Lanka, on peut encore prévenir les populations. La vague est encore à 1 heure de leur côte. À Hawaï, Barry continue ses calculs. Il se rend compte que le séisme est 6 fois plus fort qu'il l'avait prévu au départ. Cette fois, il envoie un message d'alerte adressé aux pays de l'océan Indien. C'est trop tard. Dans 5 minutes, la vague va déferler sur la Thaïlande. À Koh Phi Phi, la journée commence pour Véronique et Farid, qui a passé une mauvaise nuit, réveillée par un phénomène étrange. J'avais senti quelque chose la nuit, mais c'était minime, des mini-secousses, quoi. C'est infime, il faut vraiment le sentir, quoi. Ça bougeait, mais léger, quoi. Mais je savais pas quelle heure il était quand j'ai senti ça. Je me suis rendormi. Moi, j'ai dormi, j'ai rien senti du tout. Et quand il m'en a parlé le matin, je lui ai dit mais n'importe quoi, ça n'a pas bougé. Il n'y a rien eu du tout. Farid n'est pas le seul à avoir senti les convulsions de la planète. À 6 heures du matin, les éléphants sentent le danger qui menace. Très tôt le matin, les éléphants ont commencé à barrir. Ils pleuraient, mais on ne savait pas pourquoi ils pleuraient. Calme-toi, calme-toi, oh là, doucement, doucement. Calme-toi, doucement. Les éléphants ont commencé à casser leurs chaînes et à grimper en haut de la colline.
Reviens! Reviens! Doucement, reviens! Je pense que les éléphants savaient. Comme les autres animaux, je pense qu'ils savent interpréter les signes de la nature. Et si j'avais pas essayé de les rattraper, je serais peut-être mort. Si je suis vivant, c'est grâce à eux. Le cornac thaïlandais doit la vie à ces éléphants, mais aussi des dizaines de touristes sauvés grâce au 6e sens des pachydermes. Un peu plus bas, au Sofitel, la famille Dioché s'apprête à prendre son petit déjeuner au bord de la mer. Joël filme ses filles à moins d'1 heure de l'arrivée de la vague. Le matin, elle scintillait, elle était très bleue. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'elle se transforme comme ça, comme une espèce de grosse bête féroce qui se dresse, parce qu'elle était dressée devant nous en fait. Hein. Jamais. Elle frappe d'abord au sud de Khao Lak, sur l'île de Phuket, l'une des stations balnéaires les plus réputées de la Thaïlande. Sur le front de mer, les boutiques ouvrent leurs portes. La saison bat son plein, les touristes sont nombreux. À 10 h du matin, phénomène inhabituel, la mer se retire. C'est un signe avant-coureur, il aurait dû donner l'alerte, mais personne ne s'en inquiète. À 10 h 05, l'eau revient. Elle inonde la côte. Ça remonte là. Regarde, il y en a une grosse qui arrive là. Ah, celle-là, on va la sentir venir. 5 minutes plus tard, à 10 h 10, la vague déferle sur Phuket. Saisis, fascinés, des touristes filent. Ils n'ont pas conscience de la tragédie qui va les frapper. La force de la vague est inimaginable. 1000 tonnes par mètre cube. Aucun être humain ne peut y résister. À l'hôtel Kamala Beach de Phuket, la surprise est totale. Les vacanciers choqués ne comprennent pas ce qui se passe. Certains cherchent leurs proches, d'autres sortent pour prendre des photos. D'autres encore essaient de sauver des victimes. C'est le cas de Frédéric, il est policier en Suède. Au moment du drame, il est en vacances depuis une semaine avec sa fiancée à Phuket. Après la première vague, une deuxième s'approche de l'hôtel. Une vague moins spectaculaire mais plus meurtrière. Frédéric tente alors de tirer un couple d'Anglais de la tourmente. Je leur ai dit « Dépêchez-vous, vite !» Je me suis retourné et j'ai vu une masse d'eau énorme qui arrivait vers moi. Alors j'ai grimpé sur le mur et l'eau m'est passée sous les pieds. Un homme a filmé toute la scène. Frédéric, en bas de l'écran à droite, monte sur le muret au moment où l'eau déferle. Il tente de prêter main forte à ce couple d'Anglais qui s'accroche désespérément à une balustrade. Mais Frédéric est trop loin, le couple parvient à résister quelques secondes. Mais la balustrade a cédé. Le courant allait trop vite. Il avait trop de force. Une force telle que le couple est emporté sous les yeux du policier suédois impuissant. Cette fois, le rez-de-chaussée de l'hôtel est submergé par les eaux. Dans la débâcle, chacun essaie de s'en sortir comme il peut,
Cet homme tente de s'accrocher au balcon du premier étage. Frédéric, lui, essaie de se mettre à l'abri, mais l'eau continue à monter. Il va être emporté. Quand le torrent se calme, l'eau a dévasté le premier étage de l'hôtel. Le vieil homme emporté par les flots avec sa femme a réussi à survivre par miracle. Son épouse, elle, sera retrouvée morte quelques jours plus tard. Frédéric, qui a tenté de leur venir en aide, parvient à s'accrocher à un arbre plusieurs centaines de mètres plus loin. Je me sens comme un survivant. Pour moi, cela aurait pu se terminer beaucoup plus mal. Je suis toujours resté calme et je n'avais qu'une seule idée en tête, survivre. Pas une seconde je n'ai pensé à renoncer. La vague continue sa course meurtrière. Après avoir dévasté Phuket, elle fonce vers Koh Phi Phi. Sarah est suédoise. Good evening, Merry Christmas. Look at the wonderful. Avec son fiancé Calais, ils passent leurs vacances en amoureux à Koh Phi Phi. Je crois que c'était 2 jours avant mon anniversaire. Il m'a dit « Ferme les yeux, on va partir en voyage ». Je pensais qu'il allait m'emmener une semaine en Grèce. En fait, la surprise, c'était qu'il m'emmenait en Thaïlande 3 semaines en décembre. C'était tellement mignon. On avait travaillé vraiment dur avant de s'offrir ces vacances. On pouvait enfin passer du bon temps ensemble, boire des bières, profiter du soleil. C'était le plus beau moment de notre vie. C'était un jour comme les autres. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à filmer Sarah à ce moment-là, parce qu'elle ne faisait rien d'extraordinaire. Elle montait simplement dans un bateau. Et quand elle est montée dans le bateau, tout d'un coup, l'eau a disparu. C'était vraiment bizarre. Et j'ai remarqué que les Thaïs, eux aussi, trouvaient ça un peu bizarre. Så nu ska vi försöka ta och hitta en annan båt här. Och Sara, hon ser glad ut ändå. Ja. Men mot, vad heter den? Stranden? Sarah ne s'inquiète pas. Quelques minutes plus tard, l'eau est de retour. Sarah avait de l'eau jusqu'aux genoux. Elle m'a dit « Hey, regarde !» Et je lui ai dit « C'est rigolo ». J'ai ri un peu. Mais au même moment, l'eau est venue sur mes jambes et j'ai senti qu'elle avait une puissance terrible. C'était comme si l'eau me serrait les jambes. Alors j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. J'ai dit à Sarah, vite, filons, partons d'ici, vite. Dans la baie, le bateau qui arrive de Phuket amène 200 touristes à Koh Phi Phi. Sandra, une Française, est à bord. Il est 10h15. Or, dans 10 minutes, la vague va détruire Koh Phi Phi. Le bateau accoste, donc là, nous, on est encore sur la passerelle. On attend, puisqu'on ne sait pas si quelqu'un vient nous chercher, si on doit descendre à cet endroit. Et je suis en train de filmer, en train de regarder, on voit que les poissons sont en train de partir vers le large. Ils partaient tous, sans exception, ils partaient vers le large. Il y en avait plein. Vraiment. La preuve, ça nous a interpellés. Les gens descendent, donc nous là on regarde, on voit tous les gens contents avec leurs bagages. Ils étaient contents d'arriver, ils étaient fatigués.
À Koh Phi Phi, les ruelles sont étroites. La mer est à quelques mètres. Personne ne la voit, les boutiques la cachent. Le village est un véritable labyrinthe. Des centaines de touristes vont être piégés. Par chance, Sandra ne descend pas à terre. Elle traîne à bord du bateau, ce qui lui sauvera la vie. Tout d'un coup, le bateau lève l'ancre et s'en va. Je dis, bah non, mais c'est pas possible, on devait descendre ici, pourquoi il s'en va? Après, on se dit, bon, peut-être le bateau a l'intention d'accoster sur une autre partie de l'île. En fait, le capitaine pressent le danger. Oh, qu'est-ce qui se passe? L'eau a baissé de 2 ou 3 mètres. J'ai appelé l'équipage et je leur ai dit, vite, vite, il faut partir. On a un problème. On va rester échoués. Il faut partir. Le capitaine du bateau largue les amarres, machine arrière. Il part au large, à 300 mètres du rivage. À bord, Sandra continue à filmer. La mer commence à bouillonner. Non mais arrête de paniquer, tu te fous de ma gueule ou quoi? Regarde-moi ça, regarde-moi comment elle est. Qu'est-ce qu'elle a l'eau? Mais regarde la couleur de l'eau là-bas, elle est pas normale. Elle est marron. C'est que tu vois l'eau marron qu'on avait vue. Voilà, ouais, je l'ai vu moi. Ça. Ouais, ok, d'accord. T'imagines les gens qui se baignent là-bas? On rentre à Phuket, c'est pas grave. Là, regarde comment c'est en train de bouillir. Regarde comment c'est en train de bouillir là-bas. Regarde. Un peu plus loin, Farid et Véronique s'apprêtent à quitter Koh Phi Phi pour aller visiter Koh Lanta, l'île voisine. Mais ils n'ont pas le temps de partir. C'était moi qui traînais en fait. Et puis voilà, on prenait les photos, puis on allait partir se balader ou finir les bagages. Et tu vois 2 Thaïlandais qui regardent vers la mer. Ouais. En montrant la mer. Donc on regarde et puis c'est là tu vois une grande trace blanche, comme les thunes d'un bateau en fait. Sauf qu'il n'y avait pas de bateau et que la trace au début, blanche, je croyais que c'était le bateau. longue. Je lui dis, mais c'est quoi, c'est le bateau qui fait ça? Elle me dit, non, c'est pas possible, c'est pas le bateau et tout. Je fais, mais si, je crois que c'est le bateau. Puis en regardant bien, on s'est aperçu que c'était pas possible que ce soit le bateau qui arrivait, qui faisait une écume comme ça, quoi. Grand. L'eau n'est pas encore très haute, mais sa puissance est inouïe. Un premier ponton s'écroule. La mer commence à envahir la plage. Sarah et Calais, le couple de jeunes Suédois, filment leurs dernières secondes de bonheur en Thaïlande. On était là tranquille. Et personne autour de nous ne semblait inquiet. Mais en quelques secondes, tout le monde s'est mis à hurler. Et l'enfer s'est déchaîné. Phi Phi est tellement plat que rien ne pouvait arrêter la mer. À l'endroit où la ville se trouve, c'est complètement plat. Quand on est arrivé devant l'hôtel, l'eau continuait à monter. On ne pouvait rien faire pour y échapper. Alors Sarah m'a dit vite, entrons à l'hôtel. On a eu vraiment de la chance parce que notre hôtel était tout à côté. Donc on savait où aller. Oui, et par chance, c'était un immeuble solide, en béton. En plus, il y avait 3 étages. Mais si on n'avait pas eu cet hôtel, on serait allé en ville. Et ceux qui sont allés en ville sont allés au-devant de leur propre mort. À l'hôtel, le rez-de-chaussée est déjà sous les eaux. Tout le monde cherche à se réfugier dans les étages. Calais continue à filmer. Dehors, l'eau continue à monter. Elle commence à faire ses premières victimes.
moi, j'étais à la barrière, au niveau du restaurant, de la terrasse du restaurant. J'ai regardé, j'ai vu que ça continuait à avancer. J'ai vu que les deux bateaux, ils se télescopaient et qu'il y avait un volume d'eau plus important qui arrivait sur la berge. Là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et les gens, ils sont restés assis. Tout le monde s'est même avancé pour regarder de plus près, pour voir, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que c'est? Comme partout en Thaïlande, la vague frappe par surprise. En quelques secondes, elle emporte tout le monde. Je lui disais passe devant, cours, 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 cours. Et à un moment donné, bah, on arrive dans un cul-de-sac, c'était un mur en fait. Et elle voulait escalader le mur. Je la regarde, je lui dis attends, faut qu'on réfléchisse et tout. Il m'a dit c'est impossible, on peut pas l'escalader. Je lui dis oui, mais on n'a pas le choix, faut trouver une solution, faut qu'on escalade. Bon, elle commençait déjà à grimper sur le mur. Et là, on a vu deux Thaïlandais. Passer dans un petit passage entre le mur et ce bungalow, donc il fallait voir. Barbelés, ouais, c'était barbelé. Des barbelés, et voilà, ils sont... Donc elle est passée, je lui ai ouvert la voie avec les barbelés, et moi je suis resté coincé avec le barbelé. Au lieu de déchirer et puis de vite courir, parce que ça y est, on commençait à entendre quand même l'eau arriver, les gens crier. Les gens criaient aussi. Voilà, on sentait bien la panique derrière. Ouais, c'était la panique, ouais. Enfin, on sentait qu'il fallait se dépêcher quand même. Alors que le niveau de l'eau s'élève encore dans toute la ville, Farid reste coincé sous les barbelés. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, on s'en fiche de ton short. Mais non. Je viens de l'acheter, Julie. Je viens de l'acheter. Et bon, il a fini par réussir à sauver son short. Et après, je lui ai dit de monter. Et il me criait vas-y, vas-y bébé, cours, cours, cours. Et moi, ça me faisait du bien parce que j'étais vraiment en panique et puis ça me motivait parce que c'était vraiment... ça montait bien. Enfin voilà, la panique jusqu'à arriver en haut de cette colline. En haut de la colline, le couple est à l'abri mais plus bas. La première vague emporte une partie de l'île. Hommes, femmes, enfants, maisons, tout est emporté, arraché, brisé. L'homme qui filme ces images tente de résister, emporté au fond de l'eau. Il aura la chance de s'en sortir vivant. À Koh Phi Phi, le cauchemar va se prolonger. Une deuxième vague s'annonce, cette fois sur la droite de l'île. Eric aurait dû mourir ce matin-là, mais le destin en décide autrement. Ça doit être l'instinct féminin. Moi, à cette heure-ci, à 9 h du matin, ça fait déjà 1 heure ou 2 que je suis dans l'eau. Je fais de la plongée sous-marine, sans bouteille, en apnée, tous les jours que fasse. Et ce matin-là, Marie m'a dit, Eric, ce matin, tu plonges pas, tu montes avec moi sur la montagne. Et merci Marie, quoi. Ce jour-là, Marie tient absolument à monter au point de vue panoramique. L'endroit le plus élevé de l'île. Là-haut, ils l'ignorent, mais ils seront les témoins de la catastrophe.
En bas, au bord de mer, la déferlante arrive. Eric prend sa caméra, il filme tout. Il y a un raz-de-marée là. Dangerous, hein? Waouh, 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 waouh. Regarde Marie, ça dévaste tout. Là, nous, on est à l'abri, on craint rien. Regarde là, regarde, Copipi. Le raz-de-marée emporte tout. Gérard Toubel et sa famille essaient d'y échapper. J'étais pieds nus, j'avais les pieds en sang après, mais ça, je m'en suis aperçu de rien. J'ai même pas eu mal, j'ai rien eu. On court. On sauve sa peau. Avec le bruit derrière, et bon, on sentait bien ce qui se passait, hein, et que ça arrivait de plus en plus vite. Un bruit de chaos, quoi. Le grondement, les arbres qui se couchent, les bungalows qui explosent. Le grondement de la vague surtout. Voilà. Et tout ce qui va avec après, les gens qui crient. Ouais, c'est un mélange, c'est un bruit indescriptible mais qui s'oublie pas. Ouais. C'est le bruit de l'horreur, le bruit de la mort. Il y avait une Anglaise ou une étrangère qui était qui sortait de son bungalow et qui nous demande qu'est-ce qui se passe. Et dans ma tête, j'avais envie de lui dire big wave, big wave. Et j'ai couru, j'ai rien dit. Et je l'avais là, mais ça sortait pas. Et vous lui avez pas dit courir? Rien. On y pense après. On regrette, hein. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ça se trouve, j'espère qu'elle est vivante, mais je ne sais pas. De toute façon, le temps que lui dise qu'il y a une vague et qu'elle descend de son bungalow, je crois qu'il était d'être embarqué quand même. La famille Toubel au grand complet est en vacances depuis une semaine à Koh Phi Phi quand le cataclysme se produit. À l'heure du drame, ils sont 15 et ils s'apprêtent à partir pour une balade en mer. Mais Philippe, le frère de Cathy, ne reviendra pas. Quand la vague arrive, on était tous ensemble, on commence à courir. Et pourquoi on s'est arrêté avant, je ne le saurais jamais. Philippe s'est arrêté sur ce bungalow avec une petite terrasse, donc il y avait quand même quelques marches, on était un peu surélevé. L'eau bouillonnait déjà autour. Et là, je me suis dit, bon, on ne peut pas descendre dans l'eau parce qu'on va se faire embarquer par le courant. Et puis là, je crois que lui, il a pris la mesure tout de suite du désastre. Et bon, il m'a dit, on est mal barré. Et ça a été très très vite. Je crois que ça a dû durer, je sais pas, 20 secondes. Mais j'étais encore en train de lever mon sac de plage pour pas mouiller l'appareil photo quand cette vague, que j'ai même pas vue arriver, je peux pas dire que j'ai vu arriver un mur de flotte, c'est pas vrai. J'ai pris un truc en pleine tête. Donc il m'a attrapé le bras et on est partis ensemble, mais on a été séparés très très vite parce que ça va à toute allure. Et là, j'ai fait un truc que j'espère ne jamais revivre, une partie de machine à laver pendant, je sais pas. Ce souvenir de terreur, de noir total. Je suis très claustrophobe. Donc j'ai un moment un noir de chez noir. Je devais être coincée entre des planches, là. Tout est devenu noir d'encre. Ah, ça a été terrible. Donc on se débat. Et je suis sortie de l'eau une fois, à la tête. Donc j'ai ravalé une boulet d'air et puis whoop. Je pense pas que j'étais très profondément enfouie sous l'eau. Mais
Toujours à Koh Phi Phi, quelques centaines de mètres plus loin, Kalle et Sarah, les jeunes Suédois, sont à l'abri, au 2e étage de leur hôtel. Kalle filme la 2e vague, celle qui transperce Koh Phi Phi de part en part. Tout s'est passé très vite. Depuis le moment où on était sur la plage et celui où on a couru à l'hôtel, il s'est passé peut-être 1 minute. Et ensuite, une autre minute avant d'arriver au 3e étage. C'est-à-dire qu'en moins de 2 minutes, l'île était recouverte par 4 mètres d'eau. Oh my God, look at the waves coming! Clear out, people! Clear out! I hope no one was out there. Oh my God, look out! TVs floating. Oh, mattresses. Oh, I hope that people are okay. Just hold on. C'est très étrange. C'est pas la guerre. Il n'y a pas de bombe. C'est seulement de l'eau. Mais ça détruit toute une île. Et ça tue des milliers de personnes. Broyée par le courant et par les débris, Cathy Toubel ne comprend toujours pas comment elle a réussi à survivre. C'est pas une question d'être bon nageur, pas bon nageur. On ne peut pas lutter dans un truc comme ça. Vous êtes pris et vous attendez que ça passe. Et donc là, on a le temps, et ça m'a sidéré. Tout ce qu'on peut se dire pendant tout ce temps-là. Ça y est, c'est pour maintenant, ça y est, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, et ça va faire comment? Et puis après, je me suis dit, ben non, je suis pas venue ici pour ça, donc non. Puis j'ai pensé aux enfants, et j'ai pensé à Gérard, j'ai pensé à mon frère, et puis à un moment, ça s'arrête. Le chaos s'arrête, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Donc, bon, vous respirez un grand coup. Sur sa colline, Eric est bouleversé. J'arrive plus à filmer tellement je tremble. Fuck. Tout a été rasé. Au bout d'une dizaine de minutes, l'eau se retire enfin. Les rares survivants comme Gérard Toubel commencent à réaliser ce qui vient de se passer. C'est là qu'on a commencé à voir le chaos. C'était plus de l'eau qui avait par terre, c'était que des débris. Que des débris. Il y avait des hurlements partout. Des gens qui criaient. Soit des blessés qui criaient, soit d'autres personnes qui hurlaient parce que pour savoir où étaient leurs proches. Gérard est médecin. Il a l'habitude de côtoyer la mort, mais il ne parvient pas à oublier les victimes de Koh Phi Phi. Non, c'était les cris. Les cris. Des cris un peu terrifiants. Un peu terrifiants, surtout quand on commence à prendre conscience. On voit des gens qui sont à moitié noyés, qui ont du mal à respirer, qui crachent leurs poumons, comme on dit. Là, on commence à voir les effets terrifiants. Et puis, bon, on commence à voir des morts. Des gens qui flottent sur l'eau ou des tailles qui passent avec une brouette et avec quelqu'un dedans. Ce qui était choquant, par contre, sur les plages et autres, c'est de voir des morts en maillot de bain. Ça, on n'est pas habitué. C'est quelque chose d'assez choquant. Parce
que ça ne va pas avec la mort. Et ça m'a un peu choqué quand même. Voir des morts, on a l'habitude, mais là, maillot de bain, des jeunes, beaucoup, ça c'est choquant. Aussitôt, les secours s'organisent comme ils peuvent. Les rescapés, les plus valides, aident les blessés. On utilise des portes pour faire des brancards. L'eau a tué des milliers de personnes. Les tôles ont été tout aussi meurtrières. La tôle, avec la force de la vague, ça a formé des grosses blessures, des bras coupés, des jambes coupées, des têtes coupées, Quand il comprend l'ampleur du désastre, Eric descend de sa colline pour secourir les survivants. Il découvre alors l'horreur. Quand vous voyez une main qui sort et que vous tirez la main et qu'il n'y a que le bras qui vient et qu'il n'y a personne au bout, je peux vous dire que il faut avoir le cœur bien accroché, quoi. Mais on ne se pose pas de questions. Je plongeais dans les maisons pour essayer de trouver des gens vivants. À Koh Phi Phi, 2500 personnes seront retirées des décombres ou retrouvées mortes noyées sur la plage. Cathy hébétée s'en sort par miracle. On la reconnaît à peine sur ces images. Elle est en état de choc, couverte de blessures. L'orteil était ouvert là. Une balafre sur le front, enfin, ce qui était plein de boue était plein de sang. Non, j'avais des plaies plein la figure. Le maillot était explosé sur le côté. Enfin, non, c'était pas... Ouais. J'avais des griffures partout. C'était superficiel. Enfin non, les jambes, c'était pas jojo, mais il y avait pas mal de trucs superficiels. Plus des trous bons sur la cuisse. J'avais un truc bien profond, là. Ça faisait un peu boutonnière. J'ai dû croiser un bâton. J'ai croisé un bout de bois, là. Un gros trou dans le... Mais j'ai eu la chance de ne pas croiser une tôle un toit en tôle ondulée, qui m'est coupé en deux. Ça, j'ai eu une chance inouïe. La fille de Cathy n'oubliera jamais le moment où elle a revu sa mère. Moi, je l'ai vue quand elle est sortie de l'eau. En fait, je la reconnaissais pas. Je croyais que c'était un homme préhistorique. Parce que c'était vraiment... C'était hideux. Parce que c'était plein de sang et tout. Je n'osais pas la regarder. Par miracle, Cathy retrouvera tous les siens, sauf son frère Philippe, dont le corps a disparu. Elle est évacuée le lendemain en hélicoptère à l'hôpital de Phuket. Les Toubelles étaient partis en vacances à 15, ils reviendront en France à 14. Plus au nord, à Khao Lak, sur la côte thaïlandaise, on ignore que Koh Phi Phi a été submergé. Au Sofitel pour les Diochés, les vacances sont presque terminées. Dans 2 heures, ils quittent l'hôtel pour rentrer à Paris. Mais Joël, le père, traîne au petit déjeuner. Il reprend des fruits au buffet. Sa femme et ses filles s'impatientent. Elles souhaitent regagner leur chambre. Papa adore les fruits. Il voulait encore profiter de son dernier petit déjeuner et de sa énième assiette de fruits avant de partir. Et c'est vrai qu'avec Juliana, on a dit maintenant ça suffit, on va aller... Tu arrêtes, c'est la dernière et on y va. Et maman était assez d'accord, elle a dit maintenant on arrête de manger. Je pense que 5-7 minutes avant, on était encore au petit déjeuner et tous les clients qui étaient sur le petit déjeuner, je pense qu'il y a peu de survivants parce que comme le petit déjeuner était juste au niveau de la mer et à 15 mètres de la mer, la vague leur est tombée dessus. Donc encore une assiette de fruits et on ne sait pas si on serait là. Ce jour-là, la Providence choisit d'épargner la famille Dioché. Alors qu'ils remontent dans leur chambre, au 2e étage, la vague s'approche de l'hôtel.
Un peu plus loin, sur la plage voisine du Sofitel, la famille Kuhn s'amuse. Herta, Stéphane et leurs 2 enfants viennent d'Allemagne. Ils sont en vacances avec un couple d'amis. Les enfants se sont réveillés tôt. Ils sont les premiers à jouer sur la plage. Avec ma femme, on était là sur les serviettes. Les enfants jouaient là, et l'eau était à peu près à la même hauteur qu'aujourd'hui. Sauf qu'il n'y avait pas autant de vagues ce jour-là. La mer était complètement plate. Le ciel était bleu, on se serait cru au paradis. Lasse, wie machen die Fische? Bye bye. Du musst Fußball spielen jetzt, ne? Wasserball. Jawohl. À un moment, ma femme me dit, « Tu as vu? La mer est partie. » Toute la baie était vide. L'eau était partie. Et on voyait les rochers qui sont là-bas au loin. Comme le montrent ces images, la mer s'est brutalement retirée sur plus de 700 mètres, mais personne ne se pose de questions. Les vacanciers et même les Thaïs venaient voir ce qui se passait. Ils venaient chercher des coquillages, des poissons aussi. Ensuite, j'ai vu à l'horizon un mur qui arrivait vers nous. Dans ce restaurant qui surplombe la plage, un homme est conscient du drame qui va se produire. C'est le patron de l'établissement. Il filme la vague, lui aussi, et essaie d'alerter les touristes. J'ai crié « Partez, partez, courez vite !» Mais personne ne me croyait. Alors je ne savais plus quoi faire. J'ai agité ma chemise et j'ai crié encore plus fort « Sauvez-vous ! Courez, sauvez-vous !» Personne ne l'entend. Tout le monde est fasciné par le spectacle. Stéphane Kuhn est toujours sur la plage avec sa femme et ses enfants comme les autres touristes. Il continue à filmer. Les Thaïs ont compris, eux, qu'une catastrophe se prépare et ils commencent à courir. J'ai reculé un peu comme ça, mais les gens devant moi ne bougeaient pas. Ils ne réalisaient pas du tout ce qui se passait. Les premières personnes qui ont commencé à courir, c'était les Thaïs. Ils étaient sur les rochers, ils pêchaient des poissons et ils ont commencé à courir. Et pour moi, ça a été le déclic. Je me suis dit, s'ils courent, il faut que je me sauve moi aussi. Pourtant, le patron du restaurant continue à crier. Quand ils se sont levés, la vague était trop près. C'était trop tard. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais ça n'a pas marché. Sur la plage, Stéphane Kuhn filme toujours et encore. Das Boot ist gekentert da hinten, Schnicki. Das Fischerboot da hinten ist gekentert. Was ist das? Was ist das? Quand elle réalise le danger, la famille Kuhn prend la fuite, la mort aux trousses. Elle réussit à se réfugier sur une colline. La vague s'approche maintenant du Sofitel. La famille Dioché arrive dans sa chambre au 2e étage, au rez-de-chaussée,
c'est la catastrophe. Joël Diaucher filme ces images. Des rescapés s'accrochent aux débris. En quelques secondes, l'eau engloutit le rez-de-chaussée et le premier étage de l'hôtel. Les chambres qui bordent la piscine sont sous les eaux et c'est là qu'on retrouvera la plupart des victimes. Quand on a vu l'eau qui montait et qui atteignait déjà le deuxième, moi j'ai juste dit aux filles maintenant, écoutez, il ne me reste plus qu'à prier parce que sinon je ne sais pas ce qu'on va faire. Et puis l'eau s'est arrêtée carrément sur le rebord. L'eau monte jusqu'à 10 mètres de haut. À l'hôtel voisin, certains ont eu la chance de se réfugier sur les toits. Ils y restent plusieurs heures. La température est brûlante, plus de 40 degrés. Pour se protéger du soleil, les rescapés s'abritent comme ils peuvent, utilisent les serviettes de l'hôtel. Un peu plus bas, au deuxième étage, le courant plaque des femmes et des enfants sur le balcon des Diaucher, qui parviennent à sauver une dizaine de personnes. Juliana a sauvé des Thaïlandais, entre autres, et puis la balustrade était tellement haute qu'il fallait qu'elle se plonge complètement et qu'à la force de son corps, elle puisse sortir les personnes, parce que la balustrade devait faire plus d'1 mètre de hauteur et ce n'était pas facile pour elle. Je me demande si je vais réussir à les sauver ou s'ils vont tomber à cause de moi. On ne sait pas si on va vraiment réussir. On a peur que l'eau monte, on a peur que l'eau les tire. C'est moi qui les avais au bout de bras et c'était à moi de les sauver et que personne d'autre pouvait le faire à ma place. Il y a 2 petits garçons qui sont arrivés en même temps sur le balcon. Et lui, il criait par contre, c'était un des seuls qui criait, il appelait sa maman, il cherchait sa maman. Il est resté avec nous. Il a retrouvé sa maman après et son papa. Donc c'était vraiment... c'était magnifique, quoi. Du haut de son restaurant thaïlandais, le directeur continue à filmer la mer en furie. Quand les flots se calment, il entend un cri. Que s'est-il donc passé à Khao Lak? Pourquoi la vague a-t-elle été plus forte à cet endroit que partout ailleurs en Thaïlande? Pour comprendre, il faut revenir à l'origine du séisme, à 4000 mètres de fond. La cassure fait remonter l'eau sur une hauteur de 5 mètres. En haute mer, la vague est à peine perceptible. Les bateaux qui croisent au large ne la ressentent pas. Mais sous l'eau, c'est un raz-de-marée qui s'avance. Un mur d'eau de 4 km de haut sur 1000 km de long et qui fonce vers les côtes à 800 km/h. Le devant de la vague qui s'approche de la côte et qui est dans une eau peu profonde va prendre une vitesse plus faible, alors que l'arrière de la vague, qui est encore dans une eau plus profonde, continue à aller plus vite. Donc vous avez la situation de la première voiture qui freine sur une autoroute, tandis que la deuxième ne freine pas par derrière. Donc ce qui va se produire, c'est que vous avez une augmentation de l'amplitude de la vague, vous créez en quelque sorte une vague plus importante par ce simple fait. Et quand il y a peu de fond, la vague est d'autant plus haute. C'est pour cette raison que celle qui frappe Khao Lak a fait autant de victimes.
Et quand tout s'est terminé, on regardait la mer, et la mer était nouveau pareil à elle-même. Toute bleue, scintillante, et voilà, et une vraie traîtresse, quoi. Comme elle s'est déchirée comme ça, c'était inimaginable. Quand l'eau se retire au bout d'1 heure, le Sofitel est détruit. On retrouvera 184 morts sous les décombres, 41 sont français. C'est partout la désolation. Il y avait un tel contraste puisque au moment de la vague, il y avait un bruit énorme qui a duré plusieurs minutes. Et après, quand l'eau s'est retirée, plusieurs heures après, vous n'aviez plus rien. Il y a les oiseaux qui sont passés, quelques minutes, et les oiseaux sont partis, et vous n'entendiez plus rien. Plus un bruit, plus rien du tout. Les morts, on n'en parle pas, c'était horrible. Mais les blessés qui étaient là, ils étaient couchés sur le sol, ils ne bougeaient pas. Vous vouliez les aider, ils ne voulaient pas. Vous vouliez mettre un coussin sur la tête de quelqu'un derrière la tête, ils ne voulaient pas non plus. Vous vouliez faire quelque chose, vous vouliez les aider, ils ne voulaient pas. La plupart des victimes sont mortes dans les chambres du rez-de-chaussée, celles situées au bord de la piscine. Celle qui plaisait tant à Patricia le jour de son arrivée à l'hôtel, une semaine plus tôt. Je me suis dit, c'est dingue comme la vie est hasardeuse. J'aurais jamais pensé que je puisse devenir comme ça, croire à la fatalité, au destin, jamais. Et là, je me suis dit, c'est quand même dingue. Que je voulais absolument une chambre du bain. Nous avons une chambre du haut, on s'est retrouvés au même moment, tous les 4, on était toujours en haut. C'était le miracle, en fait. Après la catastrophe, les rescapés grimpent sur les collines. Des camps de fortune s'installent. Tout le monde est sous le choc et tout le monde a peur. Car une rumeur circule. Une nouvelle vague pourrait revenir encore plus forte, encore plus meurtrière. C'est moi, je suis fracassé. Farid et Véronique ont réussi à rejoindre l'un des 3 camps de réfugiés de Koh Phi Phi. Farid continue de filmer, il commente ces images. Bon, bah voilà, ça c'est le camp où on se réfugie. Donc on attend que ça se passe dans le calme. On entend des bruits d'hélicoptères, d'avions, je sais pas quoi. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont blessés, bon bref. How are you? Not so fun. Not so fun. What's that? I have two. Au fur et à mesure, les gens arrivaient, et plus ils arrivaient tard, plus ils arrivaient blessés. Ouais. Moi, j'étais très, très paniquée. Je crois que c'était le moment le plus angoissant pour moi. Les gens disaient qu'il y allait avoir une deuxième vague beaucoup plus grosse. On l'entendait. J'avais vraiment l'impression d'être mais toi, t'es montée à l'arbre, fourmi, que j'étais toute petite dans ce monde-là, que la nature, elle faisait ce qu'elle voulait de nous. Et, tu peux pas aller au et présent, vulgairement, je me sentais une merde, quoi. Je me disais, mais je suis rien dans ce monde-là. Je suis rien, je le pense toujours. Mais là, et là encore plus, quoi. Yeah, because Survivor camp. Yeah. Un peu plus tard, Farid redescend à l'hôtel pour récupérer des couvertures, des oreillers, quelques chaises, mais surtout de l'eau et de la nourriture, le minimum pour assurer la survie. Il ramène aussi une machette. Qu'est-ce que tu fais? Tu prépares le lit ou quoi? Ouais, là, on essaie de dégager la place pour pouvoir s'allonger là, en fait. Ouais. On prépare la nuit, là. Moi, je me sentais bien avec ma machette, plus à l'aise. Jamais, hein. C'est nul, mais c'est comme ça, c'est un instinct, quoi. Des fois, dans des situations de chaos, il y a des gens, ils pètent les plombs. Ils se mettent peut-être à être violents ou... C'est une situation qu'on ne connaît pas. Quand la nuit tombe, les 4000 rescapés de Koh Phi Phi se sentent seuls au monde. Les téléphones ne répondent plus, aucune information ne leur parvient.
il n'est pas question de redescendre vers la mer. Les survivants décident alors de passer la nuit sur la colline, à la Belle Étoile. On est tous réunis pour sauver notre peau du raz-de-marée. How are you? Fine? Pas trop, non. What's wrong? Pas trop, là. What's wrong with you? Un peu peur. On gère comme on peut, hein. C'est 3 étoiles. Là. Tous les groupes, pratiquement, on fait un feu. On a essayé de le garder un maximum toute la nuit. On l'a gardé toute la nuit pour éviter les moustiques, pour essayer de... Les serpents. Pour se réchauffer. Après le tsunami, un danger d'une autre nature menace les survivants de Koh Phi Phi. La forêt étant infestée de cobras et d'autres reptiles venimeux, une psychose s'installe. Calais et Sarah, le couple de jeunes Suédois, sont réfugiés dans un camp voisin. Eux aussi ont peur. C'était 17 heures après la catastrophe. On était au milieu de la nuit et il faisait complètement noir. Un Américain est venu nous voir et il nous a demandé si on savait ce qu'il fallait faire en cas de morsure de serpent, parce que sa femme venait de se faire mordre par un serpent. Et ça nous a vraiment inquiétés. On était assis par terre et il faisait complètement noir. On avait l'impression d'entendre des serpents partout. Alors j'ai pris mon appareil photo et je me suis servi du flash, comme d'une lampe torche. Au milieu de la nuit, la rumeur sur la femme qui s'était fait tuer par le serpent a traumatisé tout le monde. On avait très peur. Mais moi, j'ai voulu ramener un souvenir positif de toute cette aventure. Alors j'ai pris la main de Sarah et je lui ai murmuré à l'oreille. Sarah Marie-Tauren, est-ce que tu veux bien m'épouser? C'était une nuit étrange pour faire une telle déclaration. Mais c'était la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là. Et elle m'a répondu oui. Alors ensuite, on s'est mariés. Deux personnes mourront dans la nuit mordues par des cobras. Au petit matin, les rescapés de Koh Phi Phi redescendent vers la mer. C'est pas le Koh Lanta balourd là. C'est une vraie Koh Lanta. Seul sur l'île. La veille, j'étais dans un paradis et je redescends de la colline, je suis en enfer. Vraiment? Vraiment en enfer. Quand on est descendu, la première chose qu'on a vue, c'était un cadavre. Moi là, je suis dans un autre monde là. Là, La puce! Calme-toi. Calme-toi, bébé. Calme-toi. En plus du visuel, il y a une odeur. Bébé, calme-toi. La puce, viens par là. Je suis vraiment choquée et ce que je vois, ça me bouleverse, quoi. Et plus j'avance et plus je suis mal et ça va pas du tout, quoi. Non, non, ok? Et même quand je repense aux images que j'ai vues et à l'instant, enfin au moment où j'étais là-bas, je suis pas bien, quoi. Ah, c'est vraiment un moment qui est douloureux. Toujours. Ouais. C'est fini. Voilà. Le lendemain de la catastrophe, le 27 décembre, Farid et Véronique quittent Koh Phi Phi. Ils embarquent sur un bateau. Les 4000 rescapés de l'île sont évacués dans la journée. C'est pour eux une délivrance, la fin du cauchemar.
Ils laissent derrière eux des centaines de blessés. Les plus graves sont évacués vers les hôpitaux de la région. Les autres sont soignés sur place, dans un dispensaire à ciel ouvert. Mais la vague ne s'arrête pas là. Après avoir frappé la Thaïlande, elle continue sa course dévastatrice. À Hawaï, Barry essaie encore de donner l'alerte, mais l'océan Indien ne figure pas dans sa zone de compétence. Il n'a aucun numéro de téléphone. Désespéré au milieu de la nuit, il appelle Washington. J'étais soulagé quand quelqu'un a décroché. J'ai demandé tout de suite les numéros de téléphone de nos ambassades dans les pays menacés. Au Sri Lanka, la vague a déjà fait près de 40 000 morts. En Inde, elle tuera 16 000 personnes. La vague finit sa course meurtrière sur les côtes du Kenya et de la Somalie, à 6000 km de l'épicentre, où elle tue encore une centaine de personnes. Dans les jours qui suivent la catastrophe, les secours se mobilisent. On n'en finit pas de compter les victimes et de soigner les blessés. Au total, le tsunami fera près de 250 000 morts, décédés ou disparus. Quant aux survivants, aujourd'hui encore, ils se demandent par quel miracle ils sont toujours en vie. Au début, je me sentais coupable d'être là et pas les autres, quoi. J'étais pas bien. Pourquoi est-ce que des enfants étaient morts? Pourquoi... Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que pourquoi on est en vie, pour moi, c'était parce que c'est le hasard. On était au bon endroit au bon moment. Il n'y a pas de hasard. C'est que c'était pas notre heure, c'est tout. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que c'était l'heure d'un enfant, par exemple. J'ai jamais aimé le mot chance parce que je trouvais toujours que la chance c'était quelque chose qu'on provoquait, qu'on n'a pas le droit de dire. En fait, on est chanceux. Mais maintenant, je sais qu'on a eu beaucoup de chance et il faut que je l'admette, on a eu énormément de chance. Des familles séparées par le tsunami se retrouvent parfois après plusieurs jours de recherche. Il y a des jours où on y pense plus que d'autres, sans savoir pourquoi. Plutôt certaines nuits. En probabilité, j'ai aucune chance de revoir ça. Mais je n'oublierai jamais, même si a priori ça va pas trop mal, moi je n'oublierai jamais. Aujourd'hui encore, des centaines de victimes n'ont toujours pas été identifiées. Pour les familles des disparus, le deuil est encore plus cruel. N'imaginez pas à quel point c'était important avant de le vivre personnellement. Parce que je me disais, une fois qu'on sait qu'une personne est décédée, qu'est-ce que ça change de voir son corps? Eh bien si, ça change énormément de choses. Énormément de choses. Et c'est vrai que quand on nous a
annoncé qu'il avait été identifié au mois de mai, quand on est retourné en Thaïlande. Ça a été un grand soulagement. Un choc et un soulagement à la fois. Je pense que la vie redémarre, que la vie est belle et que maintenant il faut que j'en profite et puis il faut que j'essaye d'aller de l'avant, de faire des belles choses, de profiter de la chance que j'ai eue. Inside